la menace du retour des guerres interimpérialistes. Évidemment, ce glissement de paradigme commence à se redessiner beaucoup plus avant de l'arrivée de Trump. Parmi les événements marquants, on pourrait citer l'effondrement de l'Union soviétique en 1992, l'effondrement des Twin Towers à New York en 2001, la signature du traité géostratégique de Shanghai entre la Chine et la Russie en laissant les États-Unis et le Japon dehors, évidemment l'arrivée de Hugo Chavez au Venezuela en 2002, la naissance des BRICS en 2007, la crise du capitalisme en 2008. Certainement, il s'agit là d'une continuité de faits qui menacent l'hégémonie mondiale de la superpuissance nord-américaine et qui s'aggrave encore plus avec l'échec de sa politique extérieure, notamment en Irak, Syrie et Corée du Nord. Cette perte d'hégémonie va être compensée par une offensive continentale sur ce que les États-Unis considèrent leur arrière-cour et le retour en force de la doctrine Monroe. De notre côté, et il ne faut pas nous voiler la face, le projet bolivarien résiste, mais il a perdu de sa force et de son élan. On est loin de l'euphorie de la décennie précédente et la création de l'ALBA, qui comptait avec le soutien de la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua, et en plus de la coopération du Brésil et de l'Argentine. En 2007, s'est produit le premier coup blanc contre Zelaya au Honduras. En 2012, un autre coup blanc similaire contre Lugo au Paraguay. En plus, il y a eu le coup parlementaire contre Dilma au Brésil en 2016. On voit bien qu'il s'agit d'une stratégie impériale pour mettre fin au processus géostratégique d'intégration régionale. À côté de cela, il y a eu l'élection de Macri en Argentine en 2015, le détournement de Lenín Moreno en Équateur en 2017, le retour de la droite au Chili en 2017, le récent emprisonnement de Lula pour empêcher sa réélection, l'actuelle campagne médiatique contre Evo en Bolivie aussi pour empêcher sa réélection, et l'actuel processus de déstabilisation politique contre les projets sandinistes au Nicaragua. Le tout couronné par le triomphe électoral d'Ivan Duque et la droite conservatrice et paramilitaire en Colombie. Ce sont tous des revers qui répercutent négativement sur les projets socialistes bolivariens au Venezuela. Au Brésil, les revirements s'opèrent à partir de la crise capitaliste internationale de 2008. Le Brésil est un pays dont son économie demeure très sensible à la conjoncture internationale, du fait de sa dépendance vis-à-vis des pays développés. Sa bourgeoisie parasitaire, improductive et prédatrice vit des exportations de matières premières et des spéculations sur les marchés financiers. En 2008, elle sera donc fortement touchée par les effets de la crise et elle décide de ne pas en payer les prix. Elle reprend donc sa posture traditionnelle contre la démocratie, ça a été historique au Brésil, et elle s'attaque aussi contre les programmes mis en œuvre premièrement par Lula et puis par Dilma. Cette stratégie aboutit en 2016 avec la destitution de Dilma et puis la condamnation à 12 ans de prison de Lula. Le but de cette manœuvre, c'est d'éviter la réélection de Lula à la présidence, car Lula quittera son mandat avec 87% d'approbation du fait d'avoir sorti de la pauvreté à 30 millions de Brésiliens. À côté de cela, il faut dire que dans les deux cas, les preuves d'inculpation sont plus qu'insuffisantes. Pourtant, le bilan sociopolitique des années Lula-Dilma est très bon, tant pour les secteurs populaires que pour tous les secteurs du pays. Ce qui se passe aujourd'hui au Brésil montre les limites des projets progressistes, d'après notre analyse, comme ceux soutenus par Lula au Brésil ou Kirchner en Argentine. Ils ont voulu réformer le capitalisme dans un sens humaniste. Mais cette étape-là
est déjà loin dans l'histoire. Lula reconnaît aujourd'hui, dans une interview qu'il a donnée à Rafael Correa, dans un programme que Rafael Correa a à la radio, qu'il aurait fallu certainement plus de décision et détermination pour avancer dans le sens des propositions de Chavez, qui à l'époque avait invité l'Argentine et le Brésil à intégrer l'espace de l'ALBA, à créer la Banque du Sud et aussi une 5e internationale avec d'entrée ouvertement anti-impérialiste. Là, ce sont des projets qui n'ont... Bon, l'ALBA s'est un peu assez concrétisé, même si aujourd'hui elle a du mal, mais les autres deux projets ont resté dans les papiers. Peut-on faire un rapprochement de la situation au Brésil avec ce qui se passe aujourd'hui au Nicaragua? Pas nécessairement. Au Brésil, le pacte avec les secteurs de la droite libérale fut un choix politique et le résultat d'un système complexe d'alliances qui se fondent et défendent selon les opportunités. Au Nicaragua, le pacte est le résultat, selon les sandinistes, d'un choix tactique déterminé par le contexte de dissidence que se vivait au sein du sandinisme après la défaite électorale en faveur de la droite en 1989 et après 10 ans de révolution sandiniste. Le tout dans un contexte de perte de repères idéologiques suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Finalement, le pacte entre les fronts sandinistes et les secteurs les plus progressistes de l'Église et les libéraux démocrates a bien fonctionné et en 2007, Daniel Ortega revient à la tête du pays. Depuis lors, il a été réélu 3 fois en tant que président et la dernière fois en 2016 avec 72%. Son programme est un mélange de socialisme démocratique et néolibéralisme. D'un côté, il n'a pas rompu avec le Fonds monétaire international et respecte le bon fonctionnement des affaires du patronat. À côté, il adhère sans hésitation à l'ALBA. Les ressources provenant de ces circuits seront investies dans des programmes sociaux de vaste envergure et dans l'octroi de prêts destinés au développement des petites et moyennes entreprises, plutôt genre coopératif. Ces circuits génèrent une économie alternative et un réseau de petites et moyennes entreprises qui fournit les 70% de l'emploi du pays. Grâce à cela, le pays a quitté la liste des pays les plus pauvres du monde. La stabilité du pays permet au Nicaragua d'échapper des phénomènes de marasme, un phénomène de délinquance très répandu dans les quartiers populaires en Amérique centrale. Par rapport à la politique internationale, 2 points à retenir. Les fronts sandinistes, comme on l'a déjà vu, marquent distance et indépendance vis-à-vis des dictats des États-Unis en étant un membre très actif à l'intérieur de l'ALBA. Et aussi, il y a le point de la concession, de la construction du canal interocéanique, un canal alternatif au canal de Panama, aux capitaux chinois. Pour l'instant, la construction de ce canal est à l'arrêt. Il y a des versions contradictoires qui circulent. Certains disent qu'on est en train d'attendre le résultat des études sur l'impact qu'un tel chantier aurait sur l'environnement. Et d'autres disent tout simplement que le chantier est à court de financement. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement de Nicaragua ne cache pas sa volonté de redessiner la carte géostratégique de la région. Voilà des pistes sérieuses pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui au Nicaragua. La crise doit être comprise comme une guerre de classes entre les secteurs les plus réactionnaires de la classe politique, le patronat et l'Église. Malheureusement, ils reçoivent le soutien de la dissidence sandiniste. Quoique, sans base sociale importante, ils contribuent à légitimer la politique des droites et celle de l'impérialisme états-unien, dont le soutien, évidemment, ne s'est pas fait attendre à travers la OEA et même les départements d'État américains qui ont déclaré
qu'il fallait avancer vers la démocratie, avancer les élections et changer la constitution au Nicaragua. Et de la domination des États-Unis sur l'Amérique latine est très longue. Et donc, on a voulu organiser l'information et d'abord une synthèse en général des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Puis, on va parler sur les mécanismes de domination principaux, sur les doctrines. Après, on va parler, comme avait introduit Andrea, sur les menaces des États-Unis sur les continents américains. Et puis, finalement, quel est l'impact ou quels sont les défis de cette relation. D'abord, c'est très important et c'est une bonne opportunité pour se souvenir de Maestro Che Guevara, qui nous disait déjà en 1961, dans la conférence de la OEA à Punta del Este, que l'impérialisme a toujours besoin d'assurer son arrière-garde. Donc, c'est pour ça que cette histoire de la domination est très longue. Les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine sont fondamentées sur l'inégalité énorme et la domination historique des États-Unis sur l'Amérique latine. Et pendant les 2 derniers siècles, les États-Unis ont implémenté des politiques agressives et ingérencistes sur l'Amérique latine à travers l'application de mécanismes idéologiques, politiques, économiques et bien sûr militaires. Et depuis, on peut faire une synthèse des discours de l'évolution idéologique et doctrinaire qui a fait les États-Unis pour imposer la domination. D'abord, on a en 1823 la doctrine Monroe, où on parle de l'Amérique pour les Américains. Mais c'est encore déjà la domination, parce que c'est déjà, ils nous piquent le terme américain. C'est comme si les Allemands un jour disaient que c'était des Européens, et ils sont que des Européens, et bon, alors les Belges, alors les Français, bon, c'est pas des Européens. Alors ça, déjà, dans la phrase, c'est un signe évident de domination. Et dans le sens, le vrai significat de la phrase, c'est l'Amérique pour les États-Unis, en fait. Et après, en 1845, c'est la déclaration publique du destin manifeste du peuple américain, dans lequel c'était établi comme une chose naturelle qu'ils devaient faire la domination et ils devaient faire l'accumulation du capital. Donc c'était la domination territoriale, la domination politique du monde et c'était aussi l'accumulation de capital. Donc c'était publiquement établi et c'était une connotation un peu religieuse. C'est comme si c'était un mandat divin. Un mandat divin. Et puis, en 1904, on a le corollaire Roosevelt et avec l'interprétation de la proclame avec l'interprétation de la doctrine Monroe, et il fait l'application de cette politique. Et un peu avant, en 1890, c'est une chose qui n'est pas tellement connue comme la doctrine Monroe ou le destin manifeste du peuple, c'est la déclaration c'était comment on dit ça? C'était un amiral de l'armée états-unienne qui en 1890 a établi la prémisse ou la doctrine que seulement à travers de la colocation l'établissement des bases militaires tout au long du monde, ils pouvaient faire une vraie domination. Donc ça a commencé depuis très longtemps. C'était une demande d'Andrea, des organisateurs. Je trouve ça très bien. Merci d'ailleurs d'organiser cette soirée, c'est très important. Je pense que ça ne sert à rien que je vous réexplique à quel point les États-Unis se sont intervenus depuis 200 ans dans le continent. C'est clair et net. Mais il y a parfois chez certains l'idée que l'Europe, bon peut-être un peu moins maintenant, avec le problème de la crise migratoire où on découvre les visages de l'Europe qui sont moins jolis. Et donc les gens prennent petit à petit conscience que finalement l'Union européenne elle est peut-être tout aussi impérialiste et défend peut-être de manière tout aussi forte et déterminée ses intérêts. Je n'ai pas voulu analyser le document comme celui que Caroline a montré maintenant, mais quand même des choses
importantes qui sont à dire. Et la première chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est la question de l'image qu'on a en Europe de ce qui se passe en Amérique latine. Donc on a vu toutes les politiques, etc., tout ce qui est décidé à Washington, dans les grands bureaux, etc. Mais il y a 2 mois, sur YouTube, il y a un journaliste ou un youtubeur espagnol, vous avez peut-être vu cette vidéo, en Espagne, donc, qui interroge, qui fait un micro-trottoir. Donc il interroge les gens dans la rue, il demande est-ce que vous savez qui est le président du Venezuela? Oh, c'est Maduro, c'est un dictateur. Il affame ces gens, les gens ont très faim, il n'y a pas de liberté politique, etc., etc. Et puis ce journaliste dit qu'est-ce que vous pensez du fait que X% de la population soit pauvre, Y% de la population n'ait pas accès à un bon logement Et les Espagnols disent c'est scandaleux, ces chiffres c'est vraiment atroce. Ils sont persuadés en fait d'entendre les chiffres du Venezuela. Et puis le youtubeur poursuit, et est-ce que vous connaissez le nom du président du Portugal, qui est votre pays voisin? Et il se regarde, je sais pas. Et de la France. On a l'un ou l'autre qui dit Macron, mais la plupart des gens ne savent pas quel est le nom du président de la France. Et le journaliste leur dit, mais vous vous rendez compte que vous savez tous me dire le président du Venezuela, qui est un pays à l'autre bout du monde, à 6 000 ou 10 000 km, mais que pour les 2 pays d'à côté, nos 2 voisins, vous ne savez pas nous citer le président. Et d'ailleurs, je vais vous dire aussi que tous les chiffres que je vous ai donnés sur la pauvreté ou l'éducation des enfants, l'accès au logement, etc., ce sont les chiffres de l'Espagne, ce ne sont pas les chiffres du Venezuela. Et il faut voir la réaction des gens dans la rue qui sont filmés sur ce micro-trottoir et qui sont vraiment choqués d'apprendre dans quelle situation vit leur propre pays. Donc ils savent tous citer plein de choses sur le Venezuela et tous les mensonges qu'on leur a répétés dans la presse. Donc tu parlais de la domination culturelle, etc. Et je pense qu'en Espagne c'est encore beaucoup plus fort que ce qu'on a ici. L'image qu'on nous donne du Venezuela ou de ce qui se passe en Amérique latine est incroyable et complètement fausse. Et donc c'est aussi une manière, ça c'est secondaire, mais c'est aussi une manière de...